The Cosmic Hoax, le canular cosmique, voix off, Jazz, Dino, Jean-François Edouard et Zeta. Montage, Didier Després, 2023. Afin de vous proposer plus de vidéos traduites en français, nous recherchons des traducteurs, traductrices, des voix off et scripteurs. Si vous avez des questions et vous souhaitez nous apporter votre aide, n'hésitez pas à nous contacter lemdd.tv@gmail.com. Vous souhaitez venir nous partager un témoignage sur Discord? Tout le monde est bienvenu sur le Discord MDD TV. L'équipe MDD œuvre bénévolement à produire des VF et cela afin que la divulgation atteigne un maximum de monde. Merci de soutenir la chaîne. Bon visionnage. Ce film ne parle pas d'une supercherie qui pourrait se produire à l'avenir. Il parle d'un complot cosmique qui a été mis en place depuis 60 ans. Nous arrivons bientôt au point de non-retour. Dr. Stephen Greer présente. Je lance l'alarme à ce sujet depuis des décennies. Non, pas ça. Ça. Est-ce que la vérité est ailleurs? En parlant de théories du complot, qui ont des bases réelles, la loi d'urgence en réponse au Covid signée le mois dernier par le président inclut une clause qui est passée inaperçue. Elle demande au directeur du renseignement national, après consultation avec le ministre de la Défense et les autres services de renseignement, de rendre public tout ce qu'ils savent sur les ovnis sous 180 jours. Que vont-ils nous révéler? J'ai rédigé des dossiers pour 4 présidents, des chefs d'État, des généraux et un directeur de la CIA qui m'a trahi plus tard. J'ai vu des vies détruites. William Colby a disparu depuis le 27 avril. Son canoë a été retrouvé échoué sur les rives de la rivière Wicomico. Des amis assassinés, des fléaux inimaginables s'abattre sur notre planète. Tout cela dans le but de protéger ce secret illégal et immoral. Et rien de tout ce que j'ai vu ne me fait plus peur que ce moment inédit dans lequel nous nous trouvons. Nous vivons les dernières heures d'un plan qui a été mis en œuvre il y a près d'un siècle. Des monopoles de pouvoir centralisés dans le gouvernement, l'industrie de la défense et les médias, qui convergent tous vers le même discours, les extraterrestres existent. Ils sont là et ils représentent une menace. Ce sont très clairement des aéronefs autonomes qui, comme vous l'avez dit, sont en train d'engloutir un avion militaire américain. Il y a 2 options. Ils sont pilotés par un être intelligent. Ce sont des engins pilotés par une intelligence qui navigue en toute impunité dans notre espace aérien. Ils semblent capables de déjouer et surpassent tous nos avions. Nous devons savoir qui les pilote et quelle est leur intention. En réalité, nous savons qui les pilote. Certains sont effectivement des extraterrestres et comme vous le verrez, ils ne représentent aucune menace. C'est le secret qui représente une menace existentielle pour la vie sur Terre et au-delà. Comme l'a dit le premier directeur de la CIA, le vice-amiral Roscoe Helen Cotter. Je demande une action immédiate du Congrès afin de réduire le danger que représente le secret entourant les objets volants non identifiés. En 2020, on m'a demandé de briefer le président et le vice-président sur une situation qui est devenue complètement incontrôlable. On leur avait menti tout comme on vous a menti. Et nous ne pouvons pas arrêter ce qui est en cours si nous n'affrontons pas enfin la vérité. Le canular cosmique. Première partie, exofascisme. Voici peut-être la photographie la plus importante jamais prise. Une dissection d'un humanoïde d'origine inconnue au cours des années 1920. Il n'est clairement pas humain. Je ne l'appelle pas extraterrestre pour une raison simple. Nous ne savons pas s'il est venu d'un aéronef intersidéral. Nous ne connaissons pas son ADN. Il y a un groupe de médecins qui sont en train de le disséquer.
Et il y a des officiels qui ressemblent à des bureaucrates du gouvernement et qui observent la scène dans le fond. Une femme m'a appelé il y a quelques mois. Sa mère était couturière pour le groupe qui travaillait sur la bombe atomique. Elle a fabriqué la housse pour la bombe qui a été lancée sur Hiroshima et Nagasaki. Elle était donc autorisée à travailler sur la bombe. Elle a ensuite été mutée dans la seule escadrille de bombes atomiques au monde à Walker Field, où se trouve Roswell. C'est à cette époque qu'elle a récupéré cette photo. Comment le savons-nous? Nous avons testé le papier pour confirmer qu'elle date d'avant les années 1950. C'est une photo d'une photo. Nous avons fait des recherches sur cette photo. Nous l'avons fait analyser par les meilleurs archivistes médicaux du monde. Le docteur Burns, à Manhattan, a déterminé qu'elle datait des années 1920. Les meilleurs experts en textile du Metropolitan Museum of Art ont confirmé que ces vêtements datent des années 1920. Donc des vêtements crédibles du point de vue médical. Mais si c'est bien ce que nous pensons, cela veut dire que la recherche et la récupération de matériaux et d'êtres extraterrestres existaient déjà, 20 à 25 ans avant Roswell. Cela ouvre un tout nouveau chapitre. La raison pour laquelle je pense que c'est possible, c'est que des membres de mon équipe sont allés dans la salle des coffres, des projets classés secrets, et qui ont vu des dossiers top secrets datant de la fin des années 1800 et du début des années 1900, qui parlent d'aéronefs et d'êtres extraterrestres. Les gens pensent que tout a commencé à Roswell, mais non, c'est beaucoup plus ancien. Imaginez, près de 100 ans de secrets sur les ovnis. Vous croyez vraiment que ce type, ou ce type, Je vais vous expliquer. ou pire, celui-là, maîtrise vraiment ce sujet? Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès de péter avec ma bouche. Pas du tout. C'est pourquoi les chefs d'État du monde entier viennent me voir. Moi, un médecin à la retraite, pour connaître la vérité sur ce phénomène. Et malheureusement, ils ne peuvent rien faire une fois qu'ils connaissent la vérité. En 2001, j'ai réuni 20 lanceurs d'alerte de l'armée, des renseignements et de l'industrie aérospatiale au Club de la presse nationale à Washington, D.C. pour une conférence de presse qui allait changer le monde. Les hommes et les femmes qui sont sur cette scène, ainsi que près de 350 personnes travaillant dans le renseignement militaire, ayant été témoins de ce que l'on appelle le problème extraterrestre dans le renseignement, peuvent prouver et prouveront que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'était le début public du projet de divulgation et le lancement du mouvement mondial pour la divulgation, pour mettre fin aux secrets sur les ovnis et rendre publiques les technologies qui pourraient éradiquer la pauvreté, le changement climatique, l'utilisation des combustibles fossiles et transformer entièrement la vie sur Terre. Un des témoignages les plus explosifs lors de cette conférence de presse de 2001 était celui de Carol Rosin, cadre de l'industrie aérospatiale qui a travaillé avec Werner von Braun, l'inventeur de fusées nazies qui est venu aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, travailler pour la NASA. Il a fait ses confessions à Carol sur son lit de mort. Des confessions tellement terrifiantes que nous avons passé les 20 dernières années à tenter de lancer l'alerte à leur sujet. Von Braun était assis à son bureau quand je l'ai rencontré. Il m'a expliqué qu'il n'avait plus que 6 semaines à vivre au plus, mais qu'il allait rester en vie assez longtemps pour m'apprendre ce qui se passait réellement. Lorsque j'ai commencé à travailler, la menace venait des Russes. Nous devions construire des armées spatiales contre les Russes, puis contre les pays du tiers-monde, qu'on appelait nations inquiétantes à l'époque. Ensuite, nous avons eu la menace de l'astéroïde, et je trouvais cela plutôt comique, de penser qu'on pouvait fabriquer des armes pour abattre ou dévier un astéroïde. Et cela nous amène à la dernière carte. Il me répétait encore et encore, la dernière carte, c'est la menace extraterrestre. Il m'a expliqué qu'à un moment donné, on expliquerait au public que les êtres extraterrestres et leurs aéronefs étaient une menace, alors que c'était faux. Ces engins qui sont parvenus jusqu'à nous ne sont pas des ovnis, ce sont des objets volants identifiés. Et nous savons qu'ils ont des êtres à bord. Il y a des témoins qui vous ont dit
qu'ils peuvent neutraliser nos missiles, empêcher une fusée de décoller. Nous avons des témoins ici qui ont travaillé dans des services classés secrets, qui ont le courage de venir ici et confirmer ce que Wernher von Braun m'a dit de 1974 à 1977. À la fin, j'ai dit « tout est faux ». Et ça n'a pas changé. Le rêve ultime de la machine de guerre dialectique, du complexe militaro-industriel, c'est d'avoir une guerre contre une potentielle civilisation extraterrestre. C'est leur rêve depuis toujours. Cela permet de mettre en place toutes sortes de restrictions, faisant appel à la sécurité nationale. On peut dépenser des milliers de milliards de dollars par an, en matériel militaire, en équipement ultra perfectionné, etc. C'est logique pour eux de s'en servir comme excuse. Et nous savons, car nous en avons de nombreux exemples, que les opérations sous faux pavillon sont régulièrement utilisées pour déclencher une guerre. Notre famille humaine le fait, les États-nations le font, Hitler l'a fait. Ils font porter à leurs troupes l'uniforme d'un pays neutre qu'ils souhaitent envahir. Ils déguisent leurs troupes et prétendent que ces troupes ont attaqué quelqu'un afin de pouvoir envahir le pays. On le voit sans cesse. Revenons au 11 septembre 2001. Le monde est en état de choc, le peuple américain est paralysé par la peur et le chagrin. Au cours des jours qui suivent, on assiste à une démonstration sans précédent de solidarité et de patriotisme. Les Américains accrochent un drapeau à leur voiture devant chez eux. Ils se rallient à un président qui est submergé, uni dans la terreur et le deuil. Peu de gens réagissent quand les libertés constitutionnelles disparaissent et peu s'opposent aux cris de guerre tonitruants. L'attaque du 11 septembre a ouvert la voie à un programme d'invasion qui était planifié depuis des années, comme l'a révélé le général Wesley Clark dans un entretien de 2007. Il m'a dit « Je viens de recevoir ce dossier d'en haut, c'est-à-dire du bureau du secrétaire de la Défense. C'est une note de service qui décrit comment nous allons envahir 7 pays en 5 ans. En commençant par l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. » J'ai dit « Est-ce classé secret ?» Il a dit « Bien sûr, monsieur. » Alors je lui ai dit « Ne me le montre pas. » Quand Von Braun m'a parlé de cette fausse, il appelait ça une fausse invasion extraterrestre. J'ai vu sur un tableau une liste de pays contre lesquels nous allions fabriquer des armes spatiales. J'ai appelé Wesley Clark et il a décroché. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit qu'il avait posé la question. De quoi s'agit-il? Et le type qui était au bureau lui a répondu « Je n'en sais rien ». J'ai dit « Pourquoi déclarons-nous la guerre à l'Irak ?» Il a dit « J'en sais rien. » Dans cet article publié en 2000, Reconstruire les défenses de l'Amérique, le groupe de réflexion néoconservateur Project for the New American Century affirme qu'un nouveau Pearl Harbor pourrait créer la volonté politique nécessaire aux transformations désirées par le groupe dans la politique de défense. En effet, ces événements traumatisants sont toujours planifiés ou exploités afin de manipuler la perception des gens et les mener à approuver l'action militaire ainsi que le vol de notre richesse et notre liberté. George W. Bush, Dick Cheney et les autres avaient décidé de faire la guerre à l'Irak bien avant la présentation de Colin Powell. Pour moi, c'était le pire moment de ma vie privée et professionnelle. Le fait d'avoir participé à cela. Nous avons fait du chemin depuis l'attentat du 11 septembre. Ce document, qui préconisait un nouveau Pearl Harbor, décrit également la nécessité de mettre des armes dans l'espace et prédit même la création d'une force spatiale. Pour que leur conquête fasciste soit totale, les hommes de l'ombre devront jouer leur dernière carte. Un 11 septembre cosmique. Cette tentation de fabriquer une fausse attaque venant d'une civilisation extraterrestre, même des gens comme Ronald Reagan l'ont évoqué. Peut-être que nous avons besoin d'une menace extérieure universelle pour reconnaître les liens qui nous unissent. Je pense parfois à la rapidité avec laquelle nos différends disparaîtraient si nous étions confrontés à une menace extraterrestre.
Ce serait très clair si nous nous trouvions soudain attaqués par une civilisation extraterrestre. Nous serions enfin unis. Comme ce serait magnifique, n'est-ce pas? Mais ce ne serait pas magnifique pour l'État industriel. Ils ne veulent pas perdre leurs ennemis. Ils veulent s'en servir au maximum avant d'en arriver à cette solution extrême. Cette dernière carte a été l'expérience la plus profonde de ma vie. Et j'ai accepté la mission, avant que Steven Greer ne vienne me chercher pour faire partie du projet de divulgation. J'avais laissé tomber, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres témoins qui savaient ce qui se passe, qui connaissent la vérité et les faits. Quand elle m'a raconté ce que Wernher von Braun lui avait dit, cela ne m'a pas surpris, car j'avais rencontré plusieurs personnes dans le monde de la défense et des renseignements qui m'avaient parlé de l'existence de ce plan et du fait qu'il pouvait être mis en œuvre à tout moment. Et c'était un des plans à long terme. Cacher ces technologies pour maintenir notre société industrielle fonctionnant sur les combustibles fossiles. Quand on est prêt à révéler ces informations, les formuler de manière à bénéficier aux renards qui gardent le poulailler, les gens qui détiennent ces secrets. Mais c'était intéressant de savoir que déjà au début des années 1970, il avait averti de cela. Et nous savons que ces systèmes ont été développés dans les années 1940-1950. Ceux qui cherchent la vérité sur le phénomène extraterrestre sont sur une trajectoire extrêmement dangereuse. La plupart se retrouvent happés par le trou noir de la désinformation, où les mensonges sur la dissimulation et sur les extraterrestres eux-mêmes empoisonnent l'esprit, même ceux des enquêteurs les plus intelligents et bien intentionnés. Parmi ces mensonges, les extraterrestres sont des démons. C'est interdimensionnel, pas extraterrestre. Nous n'avons pas d'ovnis fabriqués par l'homme. Les extraterrestres kidnappent les gens et le pire de tout, les extraterrestres sont une menace. C'est pourquoi nous devons construire des armes spatiales. Si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour interdire les armes spatiales et la guerre dans l'espace, nous continuerons d'avoir la guerre sur Terre. Et nous allons continuer cela à un rythme accéléré, en allant vers notre propre extinction. Ce qui a été le plus difficile dans les 6 derniers mois, c'est d'apprendre que le groupe qui avait fait circuler de fausses informations dans le public par l'intermédiaire de To The Stars avait un homologue dans le bureau du président, où ils avaient fourni certaines informations et beaucoup de désinformation. Pour que la contre-information, la désinformation soit efficace, il faut qu'elle parte de la vérité. Ils disent par exemple, les extraterrestres sont là, et voici les preuves. Mais ils sont une menace pour la sécurité nationale, et nous avons besoin d'une force spatiale. Waouh, une force spatiale! On a donc ce qu'on appelle la Maison Blanche et l'État sécuritaire. Ils sont complètement à la merci des gens qui viennent les briefer. Et ceux qu'on a nommés et approuvés pour leur parler de ce sujet, par définition, ont fait partie d'opérations clandestines. J'ai fait un briefing vidéo pour le président et le vice-président, ainsi que pour le président Poutine. Mais le problème, c'est que quand on m'a enfin donné l'accès, ils avaient déjà malheureusement été conditionnés et avaient pris des mesures qui comprenaient la création d'une force spatiale et autres. Et ensuite, les élections sont arrivées. Une chose est claire, les voies constitutionnelles normales, qui devraient contrôler tout cela, ne le font pas. Les présidents ne sont pas briefés. Les directeurs des agences de renseignement et de défense ne sont pas briefés, j'en suis convaincu. Je leur ai parlé, et il est clair qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a une structure. Les preuves qui existent m'ont persuadé qu'immédiatement après Roswell, quand ils ont retrouvé l'aéronef et les corps à l'intérieur de l'engin, l'administration Truman a créé un organisme en dehors du cadre constitutionnel normal de notre gouvernement des États-Unis. Un groupe formé d'élites haut placées, ceux qui ont un vrai pouvoir. Un gouvernement de l'ombre avec sa propre force aérienne, sa propre marine, son mode de financement et la capacité de mettre en œuvre ses propres idées et intérêts nationaux. En dehors de l'équilibre des pouvoirs et de la loi elle-même.
C'est une sorte de gouvernement secret à l'intérieur du gouvernement, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et le genre de pouvoir qu'ils ont, à la fois financièrement et technologiquement, avec les moyens de déployer une force militaire, est beaucoup plus important que celui de l'armée régulière, du gouvernement conventionnel ou du président des États-Unis. Eisenhower le savait, et quand il a quitté ses fonctions, il en était furieux. Dans les conseils gouvernementaux. Nous devons nous méfier de l'influence injustifiée, qu'elle soit voulue ou non, du complexe militaro-industriel. Les extraterrestres ont en fait pris contact avec Eisenhower, près de ce qui est aujourd'hui la base aérienne d'Edwards à Muroc, car ils voulaient vraiment que nous arrêtions de perturber la structure de l'univers avec nos armes nucléaires et encourager une exploration de l'espace positive, nous inviter à faire partie de la famille interplanétaire, ce qui aurait été formidable pour l'humanité et pour le cosmos. Mais les gens qui s'enrichissent de la guerre et du contrôle de la populace par la peur ne souhaitaient pas cela. Ils ont donc rassemblé leurs limousines et ont écarté les bonnes gens qui auraient été favorables à cela, ce qui inclut Eisenhower. Nous devons également nous méfier d'un danger opposé, mais tout aussi grave, de prise d'otage de la politique publique elle-même, par l'élite scientifique et technologique. L'élément fasciste qui possède la plupart des actions, des grandes entreprises, surtout les compagnies de pétrole, de gaz naturel, ainsi que l'industrie pharmaceutique, les chemins de fer et les compagnies maritimes, tous ces gens sont plus ou moins fascistes. Pendant l'époque des industriels brigands, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris possession de ces domaines, de l'économie américaine, et ne les ont jamais cédés. Ces familles et ces intérêts sont devenus la base de la société d'après-guerre, dans l'armée, le renseignement et l'industrie. Ils savent qu'après l'explosion de la bombe atomique, des engins extraterrestres ont été vus de partout. Partout où nous faisions des expériences, des lancements, du stockage, même de la recherche et du développement. Les extraterrestres s'inquiétaient beaucoup de cela, pour des raisons que nous expliquerons plus tard. Donc, le complexe militaro-industriel, un terme inventé par Eisenhower, est devenu très puissant et a développé dans la clandestinité des projets secrets, cachés, non reconnus, et au final a écarté le président. Eisenhower a été écarté du cercle du pouvoir. Je dis souvent que c'est l'époque où la présidence a été décapitée. Le fascisme, vous savez, ce n'est pas un homme portant un monocle, des bottes de 7 lieues et une cicatrice sur la joue, ou des nazis qui défilent en uniforme. Un ou une fasciste est une personne qui pense que la meilleure façon de développer les ressources économiques de la planète est de les distribuer aux gens. C'est de les saisir, d'avoir un accès exclusif et privilégié à ces matières brutes stratégiques, de diriger les compagnies qui ont accès à ces matières brutes stratégiques et de les transformer avec les machines qu'ils ont achetées, dans lesquelles ils ont investi pour produire ces produits, employer des gens, et ils pensent que c'est le meilleur moyen de fonctionner économiquement pour que l'État, le gouvernement, soit instrumentalisé et mis à disposition des intérêts privés, des grandes entreprises. C'est exactement ce qu'il s'est passé en Allemagne. Les Krapps et les usines de roulement à billes, les sociétés IG Farben et toutes ces grandes entreprises allemandes, elles étaient toutes privées. En fait, elles étaient financées par Brown Brothers Harriman, qui a fait des prêts à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale pour qu'ils reconstruisent le pays. Andrew Mellon était très proche de Hjalmar Sachs, qui était le banquier privé d'Hitler. Même chose pour Sullivan et Cromwell. C'est un pan très glauque de l'histoire. Investissez dans l'Allemagne nazie. Hitler est un gars formidable, c'est un républicain. Ne vous inquiétez pas, vous gagnerez beaucoup d'argent. Standard Oil l'a fait avec le rhum de paille au Portugal, pendant toute la durée de la guerre. Les affaires marchent bien en temps de guerre. C'est une combine fabuleuse. Toute l'idée du fascisme, et c'est un mot qui est utilisé de manière totalement inexacte, parce que les gens l'associent uniquement au régime autoritaire. Mais c'est une définition très étroite, alors que ce mot décrit en fait très bien ce que faisait la CIA en privilégiant les intérêts privés des grandes entreprises et en mettant à disposition des intérêts de ces entreprises, en instrumentalisant le gouvernement des États-Unis, et surtout les opérations militaires, le renseignement avec des opérations clandestines.
Nous gardons le pétrole est à nous et il est en sécurité. Nous avons laissé les troupes sur place uniquement pour le pétrole. Parce qu'ils pensaient, en gros, que ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. C'était leur théorie du développement économique. Ils considéraient donc tous ceux qui entravaient cela d'une manière ou d'une autre comme un ennemi des États-Unis. C'était ainsi que l'État national sécuritaire s'est établi et institutionnalisé. Quand l'événement s'est produit à Roswell, cette technologie extraordinaire qui s'écrase sur Terre, ils ont compris qu'il existait une civilisation extraterrestre qui possédait une technologie plus avancée que toutes les nôtres. Et leur réponse immédiate a été « Gardons cette technologie pour nous ». Et cela nous donnera un avantage écrasant sur tous les adversaires qui menaceront notre suprématie sur le monde. Ils appellent cela « suprématie tout azimut ». C'est le terme utilisé. J'ai eu une conversation avec mon grand-père, je ne l'oublierai jamais. Il parlait de Patton et il a dit « J'étais en Tchécoslovaquie avec Patton en avril 1945 ». J'ai dit « Super, pour faire quoi ?» Il m'a répondu « Patton avait l'ordre de récupérer tout ce que possédaient les SS ». J'ai fait « Oh, c'est intéressant ». Il a dit « Oui, nous sommes arrivés dans un entrepôt où il y avait toutes sortes d'aéronefs exotiques, des moteurs de fusée, des morceaux de V2 et peut-être de V3, je ne sais pas ». J'ai fait « Oh, c'est intéressant ». Il m'a dit qu'il avait vu un aéronef en forme de disque. Je lui ai demandé si c'était celui qu'ils avaient construit avec le moteur BMW, l'Arado en cercle qui ne marchait pas bien. Et il m'a répondu « Non ». Et voilà. Ils ont donc récupéré cela et ont déclaré que c'était un gros secret d'État, une question de sécurité nationale. Car hormis la bombe nucléaire, c'était l'arme la plus puissante, potentiellement. Ils voulaient pouvoir l'utiliser comme ils le souhaitaient, pour leurs propres intérêts. Ce fascisme et les tendances fascistes de ces grands industriels, ces gens très puissants, ils savent qu'ils ne peuvent pas vraiment contrôler 8 milliards de gens. S'ils ne contrôlent pas ce qu'ils pensent, leurs convictions et leur attitude. Comme l'a dit le criminel de guerre nazi Hermann Göring au procès de Nuremberg, on peut toujours faire plier le peuple à la volonté de ses dirigeants. C'est facile. Il suffit de leur dire qu'ils sont attaqués et dénoncer les pacifistes parce qu'ils manquent de patriotisme et exposent le pays au danger. Ça marche dans n'importe quel pays. Le côté bouffon du Troisième Reich a été instructif pour eux. Ils ont compris que ce genre de comportement n'était pas efficace et ils sont passés en coulisses dans la clandestinité. Les gens ne comprennent pas. Nous avons remporté la bataille de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons pas gagné la guerre. Deuxième partie, exoracisme. Je m'appelle Paola Harris, je suis journaliste internationale. Je fais des reportages d'enquête dans le domaine des ovnis. Je travaille dans ce domaine depuis 1979. Quand je vivais en Italie, j'ai lu un article dans un journal qui parlait de 2 garçons. L'article les appelait Indiens, qui avaient été témoins d'un crash près de Socorro, dans le Nouveau-Mexique. Je me demandais pourquoi aucun de mes collègues n'avait fait de suivi sur cette affaire. Quand je suis arrivée aux États-Unis, le destin m'a permis de retrouver l'un d'entre eux, Rémi Baca. Il m'a raconté en détail qu'il avait été témoin d'un crash. Ces 2 garçons, en 1945. Il y avait un objet qui ressemblait à un avocat. Ce qui m'intéressait le plus, parce que si l'on regarde la chronologie, c'était exactement 1 mois après l'explosion de la bombe atomique, le 16 juillet 1945. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont allés sur le lieu de l'explosion et ont vu 2 êtres. Ils étaient grands et minces, avec des bras très longs. Ils ressemblaient à une fourmi rouge debout. Un des témoins a supposé qu'ils étaient blessés parce qu'ils criaient. Et ce témoin étant un garçon de 9 ans, il voulait leur venir en aide. Il y avait des sensations venant d'eux qui étaient projetées sur moi dans mon cerveau. Je ressentais ce qu'ils ressentaient. De la douleur, angoisse,
Ils étaient loin de chez eux. Ils étaient perdus, blessés. Et je ressentais tout cela. Je voyais toutes sortes d'images dans mon esprit. Et encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris ce qu'elles représentaient. C'est important car nous avons 2 témoins. Et cela s'est passé le 16 août 1945, dans un endroit qui est à 20 km de l'endroit où nous avons fait exploser la bombe atomique. J'ai donc eu envie d'aller là-bas, et pendant 5 ans, j'ai enquêté sur cette affaire. J'ai compris que ce qui s'était passé un mois plus tard était un message pour la planète. C'était un message en réponse à cette nouvelle ère nucléaire. Un message qui disait « Réveillez-vous ». Ce que vous avez fait un mois plus tôt aura un impact sur toute la vie de cette planète. En supposant qu'ils ont toujours existé, qu'est-ce qui a provoqué cet intérêt envers nous? Cette incursion après 1947? Nous devons nous poser la question. Si on accepte la théorie multidimensionnelle, il est fort probable que nous ayons causé beaucoup de dégâts dans un autre monde, et peut-être encore plus de dégâts qu'ici. Nous avons mis les pieds dans un nid de guêpe, car nous avons fait plus de dégâts dans d'autres mondes, d'autres dimensions, que nous l'avons fait ici. Mettez-vous à la place d'un extraterrestre moyen, qui a grandi dans une civilisation intersidérale, et observez toute la durée de vie d'une personne, disons environ 100 ans. Nous sommes passés des armes à feu, aux canons et à la mitraillette dans la Première Guerre mondiale, aux armes thermonucléaires, puis à l'âge spatial. Et ces projets secrets clandestins développaient des systèmes d'armement basés sur les systèmes extraterrestres, pour les mettre sur des satellites, sur nos avions, sur nos navires et nos systèmes terrestres. Les extraterrestres regardent tout cela dans son ensemble et nous avons désormais des décennies de retard pour trouver des solutions à la pauvreté, à l'environnement, la capacité de développer une nouvelle économie, plus juste, qui serait aussi une économie spatiale. Nous pourrions aller dans l'espace de manière pacifique. Nous aurions dû mettre un terme à la guerre il y a des décennies. La Première Guerre mondiale était déjà censée être la dernière guerre. Qu'avons-nous fait? Une guerre après l'autre. Maintenant, ils veulent lancer le grand conflit, la dernière carte dont avait parlé Wernher von Braun, la guerre interplanétaire avec la fausse menace extraterrestre. Ces autres civilisations doivent être franchement atterrées. En même temps, nous utilisons des armes comme la bombe atomique et les armes nucléaires qui perturbent la structure de l'univers. Et cela a un impact sur leur monde. Nous savions que le monde ne serait plus jamais le même. Certains ont ri. Certains ont pleuré, la plupart n'ont rien dit. Cela m'a rappelé cette phrase des textes sacrés hindous, la Bhagavad Gita. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Je pense qu'on a tous pensé cela d'une manière ou d'une autre. Je suis la mort, le destructeur des mondes au pluriel. Monde au pluriel. Ce n'est pas uniquement cette planète. J'ai compris qu'Oppenheimer était au courant des visites des ovnis. Il savait que quelqu'un était intéressé. Et j'avais déjà en ma possession les documents MJ12, qui sont sur le site internet de Ryan Wood. Une lettre de Robert Oppenheimer et Einstein adressée au président Truman. Elle est intitulée « Relations avec les corps célestes » avec un R. Quand on parle de relations avec des corps célestes et que l'on fait référence à des cultures, il n'y a pas forcément d'hostilité. Il s'agit plutôt d'intégration. Le document parle de ce qu'il faut faire de ce problème. Est-ce qu'on communique avec eux? Est-ce qu'on les traite comme n'importe quel pays? Dans ce cas, les Nations Unies ne peuvent pas gérer cela. Il est écrit dans le document qu'il faut créer un organisme supranational. Ce sont les mots d'Einstein et d'Oppenheimer. Qui peut gérer ce problème?
Les extraterrestres ont fait un certain nombre de choses. Quand nous allons trop loin, ils nous arrêtent. Ils ne font rien d'hostile ni de violent. Ils ont exprimé clairement par des événements très explicites qu'ils ne veulent pas voir les humains débarquer avec leur arsenal. Nous avons envoyé des armes nucléaires dans l'espace. Elles ont été détruites par des extraterrestres. Il y a eu un incident, par exemple, où on a photographié un ovni qui suivait un missile lors de son entrée dans l'espace et qui a neutralisé le missile avec un rayon lumineux. C'est leur principal souci. Ils veulent préserver l'intégrité de la Terre, car cela affecte leur propre système. À la fin des années 1970, début des années 1980, nous avons tenté d'envoyer une arme nucléaire sur la Lune pour la faire exploser et prendre des mesures scientifiques, ce qui a paru inacceptable aux extraterrestres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont détruit l'arme avant qu'elle n'arrive sur la Lune. L'idée d'une explosion dans l'espace, venant d'un gouvernement terrestre, n'était pas acceptable pour les extraterrestres. Et cela a été démontré encore et encore. Et quelle est la conséquence? Comment le montre-t-il? En détruisant toute arme nucléaire que nous envoyons dans l'espace. S'ils étaient hostiles, ils auraient éliminé tous ces tests. Ils ne l'ont pas fait. J'ai compris que ce n'était pas leur manière de fonctionner. Ils donnent des avertissements. Qu'est-ce que vous faites à votre magnifique planète? Vous avez le choix. Nous avons le choix. Nous pouvons écouter ou nous pouvons laisser faire les choses. Les gens qui regardent les actualités en ce moment ne voient pas de reportages sur les aéronefs extraterrestres pacifiques. Ce qu'ils voient, ce sont des documents et vidéos des prétendues fuites qui sont pour la plupart des faux. Ce sont des faux et on les présente de manière à provoquer la peur, à nous faire percevoir ces engins et ces êtres comme des ennemis. Cela ne fait absolument aucun doute. L'élite qui est aux commandes de l'infrastructure de l'État sécuritaire, l'infrastructure à la fois officielle et non officielle, est en fait non seulement fasciste dans sa vision économique, mais aussi raciste. Je vous le dis, quand on lit les documents internes du Troisième Reich et les cours donnés dans leur école d'élite, les Ordensburgen étaient 4 châteaux où les SS étaient formés. Et quand on a accès à leurs archives, ils parlent d'eugénisme, des raisons pour lesquelles ils détestent autant le peuple juif. Et les gens ne savent rien de tout cela. Les gens se font une idée étrange et lointaine de tout cela. En partie parce que nous avons été des proches alliés des fascistes, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont étouffé toutes ces informations à leur sujet. Donc les gens ne connaissaient pas les détails de leurs pensées. Mais pour résumer, ce problème de racisme est ancré de manière très profonde dans l'élite blanche et masculine, qui possède la majorité des actions et part des grandes entreprises, et qui promulgue cette idéologie fasciste. Et ce sont eux qu'on a mis aux commandes du programme d'études des ovnis dès le départ. La plupart des gens qui font partie du mouvement New Age ont cette idée qu'il y a des bons extraterrestres et des mauvais extraterrestres. Les bons extraterrestres ont toujours la tête de quelqu'un qui vient de Norvège, alors que les mauvais ont la peau plus sombre. C'est du racisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est du racisme, extrapolé au niveau interespèce. Ce n'est pas simplement du racisme, mais du spécisme. C'est encore plus profond. Nous devons tenter de vaincre cela. Nous devons nous réformer. Ils espèrent que les êtres humains pourront évoluer, sortir de cette mentalité raciste et tribale qui est ancrée en nous, et que nous ne ferons pas ce que ces intérêts clandestins attendent de nous, c'est-à-dire appliquer au niveau intersidéral. Le monde raciste que nous avons. J'appelle cela de l'exoracisme. La justification de la guerre ou du génocide commence presque toujours par la déshumanisation de l'ennemi. Par exemple, dans leur campagne de propagande antisémite. Les nazis ont ravivé une légende vieille de plusieurs siècles, celle des meurtres rituels perpétrés par les juifs
contre les non-juifs, surtout les enfants chrétiens, afin de se procurer du sang pour Pâques et d'autres rituels. Afin de poser les bases d'une fausse menace extraterrestre, l'État national sécuritaire a entrepris une campagne de propagande similaire depuis des dizaines d'années, une légende de meurtre rituel cosmique. L'appareil de l'État national sécuritaire et ses alliés médiatiques nous ont asséné cette théorie de civilisation extraterrestre venant nous dévorer, s'emparer de notre planète et violer nos femmes. Il y a un scénario qui se répète depuis toujours dans les États guerriers autoritaires, avec la peur de l'autre, le hun. 95% des films qui sont faits sur la vie extraterrestre les montrent comme des êtres hostiles et dangereux pour nous. Et c'est ce qui fait vendre. Je ne sais pas pourquoi les gens regardent ces films, mais je ne sais pas non plus pourquoi les gens regardent les combats en cage. Quand le film Unacknowledged a eu un succès viral, des centaines de millions de gens l'ont vu. Et en quelques mois, il y a eu une critique de To The Star et Luis Elizondo, un agent de désinformation notoire au Pentagone, tout au moins par les agents du renseignement que je connais, et d'autres figures bien connues pratiquant la désinformation sur le sujet des ovnis. C'était le début d'un processus qui a tenté de redresser le discours en disant « Nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais voici des preuves, des fuites. » Ce n'était pas du tout une fuite, mais une campagne de promotion. Ils ont appuyé sur le bouton et les médias grand public ont écrit mot pour mot ce que leur disait la communauté du renseignement, dans le New York Times, sur CNN et toutes les chaînes du monde. Alors qu'au projet de divulgation, nous avons 100 fois plus de témoins militaires et de meilleures preuves. Mais ils ne veulent pas en entendre parler, car nous ne suivons pas ce discours de la menace. Nous ne marchons pas dans leurs combines. La menace OVNI est révélée par cet ancien cadre du ministère de la Défense. Il y a des engins non identifiés qui violent l'espace aérien américain avec des intentions inconnues et d'extraordinaires capacités, découvertes par le personnel militaire américain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous ne savons pas d'où ils viennent. Mon Dieu! Chris Mellon, fils d'une des familles les plus influentes d'Amérique, a supervisé les programmes d'armement les plus secrets de l'armée. Je pense qu'ils n'ont pas choisi un fils Mellon au hasard. C'est une tradition dans notre famille. Comme vous l'avez dit, les Mellon ont été la première famille au courant, qui a accepté cela et a dit « Nous devons le faire pour le bien du pays. Oui, il faut mentir et faire ce qu'on doit faire, et voilà ce que nous devons faire. » Et ils le font. Je ne vais pas garder le silence pendant que des membres de ma famille mentent au peuple américain. Je refuse de faire ça. Que mon père, à son époque, ait raconté de petits mensonges au sujet des autoroutes, je veux bien. Mais là, il s'agit de la capacité de survie de l'espèce humaine. Exact. Ce n'est pas une exagération. C'est très sérieux, ce n'est pas drôle. Oui. Je sais, car j'en ai discuté avec Lou et Chris, que les autorités militaires, avec qui ils sont en lien étroit, se rendent compte du fait que si les extraterrestres avaient des intentions hostiles à notre égard, ils auraient déjà pu nous faire tout ce qu'ils voulaient. Ils vont et viennent comme cela leur plaît. Dans ce sens, ils ne représentent aucun danger immédiat pour notre sécurité nationale. Mais ils savent aussi qu'ils ont l'habitude d'obtenir des financements pour leur organisme en agitant la menace. Ils ont donc tendance à le faire tout simplement parce qu'ils ne font pas confiance aux gens du Congrès. Ils pensent que le Congrès est complètement pavlovien, dans le sens où ils ne font pas du tout confiance aux électeurs, et qu'ils ont besoin de leur faire peur. Pour eux, s'ils doivent justifier la nécessité d'avoir des audiences sur la question extraterrestre, ils ont besoin de dire à leurs électeurs que les extraterrestres représentent une menace pour nous. Ils trompent donc leurs électeurs. Ils se font ensuite arnaquer par le complexe militaro-industriel, parce qu'ils ne leur en font pas confiance non plus. C'est une question d'intégrité. Tant que les gens ne se font pas confiance, et qu'ils s'arnaquent les uns les autres,
C'est dangereux. C'est ainsi que les guerres commencent. C'est ainsi que les gens perdent le contrôle du discours sur ce qui se passe. Ceux d'entre nous qui font partie de la communauté CE5 doivent établir une ligne de communication avec Lou Elizondo et Chris Mellon. Il suffit qu'ils sachent que nous sommes assez nombreux pour savoir ce qu'ils racontent en public. Ils savent que c'est faux. Nous devons pouvoir établir des relations diplomatiques avec nos propres compatriotes si nous souhaitons établir des relations diplomatiques avec toute une civilisation extraterrestre. On ne peut pas se rabaisser au niveau de conneries sans conscience. Ça nous fait peur. Les faits concernant les ovnis sont tellement plus étranges que les mensonges qu'on se discrédite en disant simplement la vérité, surtout quand il s'agit des fameux enlèvements extraterrestres. L'aspect le plus destructeur de la légende de meurtre rituel cosmique est peut-être ce canular d'enlèvement d'humains par les extraterrestres, dont le but est de créer une culture de peur envers les extraterrestres. Des douzaines d'initiés m'ont avoué ce secret, mais ce n'est qu'en 2016 que j'ai pu filmer le témoignage de l'un d'entre eux. Nous avons fait cela, oui. L'OSI a fait cela. Il y avait des forces spéciales dans le 2e escadron de renseignement aérien à Fort Belvoir qui faisaient cela. Ils ont trouvé des gens qui avaient des défauts, des difformités anatomiques, et ils s'en servaient pour tromper les gens et leur faire croire qu'il s'agissait d'extraterrestres. Je ne peux pas vous donner plus de détails, car le programme est encore classé secret. Et ils le font probablement toujours. Cela ne me surprendrait pas. Des civils sont entrés sur la base et ils ont trouvé quelque chose. Et ils ont vu quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. Et un groupe s'est ensuite introduit chez eux pour leur faire une grosse peur. Ils ont fait une mise en scène extraterrestre ? Oui, exactement. Nous possédons ces technologies. Ils s'en servent pour faire de fausses opérations, des événements falsifiés, et le but de tout cela est une sorte de guerre psychologique. Comme il est stipulé dans le document de la CIA que j'ai, où le directeur de la CIA explique que le sujet extraterrestre a une grande valeur pour son potentiel dans la guerre psychologique. C'est intéressant d'écrire ça en 1953, non ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la stratégie de défense à long terme, à partir des années 1940-1950, était basée sur l'utilisation finale de cette dernière carte, pour renforcer une sorte de contrôle militaire mondial et totalitaire de la population. Est-ce que la population est manipulée par des gens qui ont une technologie permettant de simuler des apparitions extraterrestres ? Les gens disent, bien sûr que non, qui ferait une chose pareille. Je vous rappelle que pendant le Watergate, on a découvert un plan, élaboré par la Maison Blanche, de faire monter un sous-marin à la surface au large de Cuba et de projeter une illusion de l'événement du Christ sur l'île de Cuba, à l'aide d'hologrammes. Aujourd'hui, ce serait facile de le faire sur le plan technologique. L'idée était que Cuba ayant une population catholique importante, tout le monde serait tellement perturbé par cette vision que cela saturerait les chaînes de communication. Le système téléphonique de Cuba a assez longtemps pour qu'une invasion ait lieu. C'est intéressant, je ne savais pas. Je crois que c'est un classique de la guerre psychologique. Ce genre de manipulation est bien connu. Et j'ai personnellement enquêté sur plusieurs cas d'apparition d'OVNI, qui étaient en fait, c'est ma conclusion et celle des scientifiques qui travaillaient avec moi, des cas de manipulation, pas de la part des témoins, mais de la part de quelqu'un de beaucoup plus organisé qu'eux. Dans le livre de Jacques Vallée, Science interdite 4, il décrit un document qui est une preuve irréfutable, confirmant ce que dit Doty. C'est la page du 26 mars 1992 de son journal, où il écrit « J'ai obtenu un document confirmant que la CIA a simulé des enlèvements extraterrestres en Amérique latine pour faire une expérience de guerre psychologique. » Nous avons demandé au docteur Vallée s'il accepterait de publier ce document dans notre film.
Il a refusé. Et il a rejeté la faute sur les producteurs de ce film, pour sa décision de ne pas le publier. Malheureusement, d'autres dans la communauté d'enquêteurs sur les ovnis ont des preuves similaires de ces faux événements, mais ont trop peur de les rendre publics. Ce manque de courage, d'intégrité, ou les deux, est la raison pour laquelle le secret persiste. J'ai également parlé à Richard Doty du scénario de la dernière carte, en utilisant le jargon militaire DNW, trompeur, ce qui veut dire indication et avertissement trompeur. Avez-vous été exposé, avez-vous été témoin dans votre carrière ou votre réseau de projets d'indication et avertissement trompeur en rapport avec cela? Oui. Que savez-vous à ce sujet? C'est assez sensible. Je ne crois pas que je devrais en parler. Quand j'ai briefé le directeur de l'agence de renseignement de défense, c'était le sujet principal. Oui, c'est très sensible. Oui, c'est très sensible. Vraiment? Oui. Passons à une autre question. Le colonel Corso a été nommé par le général Trudeau pour le poste militaire de recherche et développement de technologie étrangère. Mais cette technologie est vraiment étrangère. Tellement étrangère qu'elle n'est pas de ce monde. Il m'a expliqué qu'il avait un dossier de choses invraisemblables, dans lequel il y avait la fibre optique, les fibres de haute ténacité. Il y en avait des exemples physiques. Il savait que cela venait des aéronefs extraterrestres qui s'étaient écrasés sur Terre, des matériaux qui avaient été récupérés. Son métier consistait à les donner aux grandes entreprises pour qu'ils les reproduisent. Le colonel Corso était en service en 1960, mais cela avait commencé bien avant 1960. Il y avait des objets extraterrestres qui devaient être fabriqués industriellement. Pour la première fois dans mes années de recherche naïve, j'ai compris pourquoi tout cela était aussi secret. J'avais toujours cru que c'était pour éviter la panique générale, l'effondrement des religions, et j'ignorais complètement ce qui se passait. Quand j'ai rencontré le colonel Phil Corso, j'ai compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait des gadgets, des objets. L'industrie était au centre de tout. Ce n'était pas pour éviter de faire peur à la population. Je pense que les plus jeunes et ceux qui ont étudié cela savent désormais qu'il n'y a pas de danger. S'ils ne nous ont pas bombardés à l'époque où nous testions la bombe à hydrogène dans le Pacifique, je ne pense pas qu'ils vont arriver de nulle part et bombarder tout le monde ou nous envahir. Il y a eu beaucoup trop d'occasions pour eux de faire une intervention hostile et elle ne s'est jamais produite, alors que c'est nous l'ennemi. Bon anniversaire, John. Je n'irai pas par 4 chemins. Je parlais à quelqu'un du rapport UAP et il prétend que le Pentagone est en possession de corps et d'engins extraterrestres. Je voulais savoir ce que tu en penses. Est-ce que le ministre de la Défense est en possession de ces choses et où? Jeff. Le groupe de travail UAP a pour objectif d'observer ces phénomènes aériens non expliqués pour essayer de mieux les comprendre. Je ne veux pas m'avancer sur le rapport du directeur du renseignement national, auquel nous contribuons bien sûr. Je préfère m'en tenir là, Jeff. Il y a quelques mois, cet échange aurait été impensable. Remarquez qu'il n'a pas nié. Il y a 3 mensonges principaux dans la manière dont les ovnis sont utilisés comme de fausses révélations dans les médias. 1. Nous ne savons pas ce que sont ces ovnis. Faux. 2. L'armée américaine n'a pas d'avion capable de manœuvres similaires à celles de ces ovnis. Faux. 3. Ils sont une menace pour la sécurité nationale. Faux. La seule menace pour la sécurité nationale et la paix dans le monde, ce sont ces projets clandestins qui utilisent des ovnis fabriqués par l'homme et autres technologies pour élaborer de faux événements extraterrestres. Point à la ligne.
Et pourtant, nous sommes inondés de messages sur la menace que représentent les ovnis pour la sécurité nationale. Nous prenons toute incursion dans notre espace aérien très au sérieux. C'est le cas de tout le monde ici, au ministère de la Défense. Nous prenons ce sujet très au sérieux dans l'ensemble. Par rapport aux conséquences potentielles sur notre sécurité. Une des techniques de désinformation la plus génialement subtile qui sont actuellement employées contre le peuple terrien, c'est ce faux air agnostique qu'on voit souvent autour de ce problème. Vous pensez sincèrement qu'ils ne savent pas ce que sont ces choses et d'où elles viennent? Ils ne savent pas. Nous avons la meilleure armée sur Terre, les meilleures agences de renseignement. Ces engins sont inconnus. Et ils grouillent sur nos arsenaux militaires. On les a vus, près de réacteurs nucléaires. Il y a des documents. Nous devons savoir qui est aux commandes de ces engins. Il y a un certain agnosticisme étudié que les médias laissent transparaître par l'intermédiaire de ces ufologues. Nick Pope, par exemple. Nous sommes assiégés, c'est une guerre des nerfs. Et si c'était des drones appartenant à un adversaire étranger, il y aurait un véritable tollé. Et pourtant, la situation est que nous ne savons pas ce que sont ces engins. Ils pourraient même être extraterrestres, ce qui est pire. Je suis d'accord avec Luis Elizondo. C'est potentiellement un échec catastrophique du renseignement. C'est la même chose avec les gens comme Chris Mellon. Qu'il soit payé ou non, il va devant les caméras pour dire « Nous ne savons pas ce que c'est, il faut les étudier ». C'est un problème de sécurité nationale capitale, car notre souveraineté est enfreinte par des engins d'origine inconnue. J'ai vu Chris, nous avons parlé de tout cela. Je pense que le programme To the Stars avec Tom DeLonge était un peu ridicule. C'est un mécanisme pour changer la manière d'agir du gouvernement. Vous allez nous voir en conversation avec le Sénat, avec les services de renseignement, d'autres gouvernements. Et tout le monde va sortir du silence pour dire « c'est vrai, il faut faire quelque chose ». Et cela pourrait être une menace et nous ne pouvons pas faire l'autruche. L'ancien chanteur de Blink 182, Tom DeLonge, a lancé l'Académie To the Stars, ou TTSA, qui est censée réunir des scientifiques et des lanceurs d'alerte pour faire avancer la divulgation d'informations sur les ovnis. En réalité, ce groupe était une façade à peine dissimulée pour l'agence de renseignement de défense, qui comprend des espions notoires comme Jim Semivan, l'ancien chef des opérations clandestines sur le territoire national pour la CIA. Tout à coup, les médias qui avaient toujours trouvé le sujet ridicule se sont pâmés devant DeLonge et son entourage d'agents de désinformation, toujours avec le spectre d'une menace extraterrestre. Al Puthoff m'a sollicité pour financer son engin de communication quantique, qui est déjà en possession de la marine depuis 30 ans. Il y a un gros décalage. Évidemment, ils ont quitté le programme To the Stars, et je les comprends. Je pense que c'est un bazar intégral, et une quasi-opération de guerre psychologique du style de la CIA. Je crois que cela ne plaisait à personne. Quand ils disent que c'est un mystère à résoudre, c'est faux. Car nous savons, toi et moi, que l'armée américaine, surtout la marine, a des tonnes d'informations sur des engins de toutes formes. D'où ils viennent, qui les pilotent, ce qu'ils font, tout cela. Cela dure depuis 70 ans. Le complexe militaro-industriel n'est pas bête, et les différentes branches de l'armée non plus. Ils savent exactement ce qui se passe. Je pense que Chris a de bonnes intentions. Je ne pense pas qu'il soit du genre à se dire « je vais tromper tout le monde et me faire payer pour ça ». Il n'a pas besoin d'argent. Moi non plus. Nous n'avons besoin ni de célébrité ni d'argent. C'est la dernière chose que souhaite un Mellon, croyez-moi. TTSA avait même un ingénieur de Shankworks à Lockheed Martin qui disait « Nous avons besoin de plus d'argent pour étudier cela, car nous ne savons pas comment ces engins fonctionnent. » En 1984, j'ai eu l'opportunité d'aller à Shankworks. J'ai travaillé sur des choses qui défient l'imagination. Pendant ce temps, nous avons publié une lettre à Ben Rich, directeur de Lockheed Shankworks. Et l'auteur de la lettre était un ami de Ben Rich qui demandait « Ces ovnis, sont-ils à nous ou sont-ils extraterrestres ?» Ben Rich a répondu « Les deux ».
Il reconnaît qu'ils sont à la fois extraterrestres et à nous. Ce n'est pas n'importe quel ufologue. C'est le directeur de Lockheed Sean Works, le meilleur labo aérospatial du monde. Un autre homme a échangé des lettres avec Ben Rich, l'historien de l'aérospatial militaire James Goodall, qui a été le correspondant et confident de Rich pendant 25 ans. J'ai rencontré M. Goodall en avril 2021 pour le 20e anniversaire du projet de divulgation que nous avons fêté à Scottsdale dans l'Arizona. Il était mourant. Il avait un cancer de l'œsophage. C'était dans les années 1990. Il était à la retraite de Lockheed. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé au centre médical de l'USC à la fin de sa vie. Nous avons parlé de John Andrews et d'autres sujets, et ensuite des ovnis. Il m'a dit, « Jim, nous avons des choses dans le désert qui ont 50 ans d'avance. » Il me regardait droit dans les yeux. Cela dépasse tout ce que tu peux imaginer. Si tu as vu Star Trek ou la guerre des étoiles, nous avons eu cette opportunité et nous avons décidé que ça ne valait pas la peine. J'ai dit, « tu peux élaborer ?» Fidèle à lui-même, il a répondu non. La première fois que j'ai réalisé que ces engins étaient fabriqués par l'homme, c'est quand j'ai rencontré l'illustrateur aérospatial Mark McCandlish, qui a témoigné lors de la conférence de presse du projet de divulgation, au sujet d'une démonstration aérienne secrète à la base de Norton, où des soucoupes volantes rétro-conçues ont été dévoilées à ceux qui étaient dans le secret. Un employé du cabinet du représentant Brown a non seulement confirmé l'existence de cette démonstration, mais aussi le fait que 3 soucoupes étaient présentes lors de cette démonstration. Ces soucoupes planaient au-dessus du sol sans support visible. Et elles étaient présentées comme des reproductions de véhicules extraterrestres, et surnommées paquebots en phase, car elles marchaient à l'électricité à haute tension. Voici un schéma que j'ai fait, sur la base d'une esquisse, qui a fait pour moi Brad Sorensen, peu après avoir vu une apparition extraterrestre. Il l'a affiné plus tard, pour le rendre plus exact. C'est le dessin que tient le Dr. Greer. Plus tard, j'ai obtenu des photos qui ont été prises en 1967 par un pilote de l'armée, Harvey Williams, aux commandes d'un C-47 de l'armée de l'air, volant à 4000 mètres et environ 40 km au sud-ouest de Provo, dans l'Utah. Cet engin correspond à ce qu'on appelle ARV, en termes de proportion et détails de la forme de l'engin. Bon nombre d'articles de journaux des années 1950 décrivent comme nous étions sur le point de découvrir les secrets de l'apesanteur, ce qui lancerait une révolution technologique. Mais soudain, sans explication, plus aucun article n'a été publié sur le sujet. C'est à cette époque que nous avons découvert les technologies anti-gravité et que tout cela est passé dans la clandestinité. Ce tic-tac, d'après ce qu'on dit, vient de chez Lockheed Martin. C'est le successeur du modèle triangle noir de TR-3G. Elizondo adore s'entendre parler. Il dit toujours la même chose. Il est très doué pour la contre-information. J'adorerais débattre avec lui. Mais bien sûr, cela n'arrivera jamais. Voici un document qui a été obtenu grâce à la loi de la liberté de l'information et qui montre très clairement que nous avons eu des problèmes avec ces phénomènes aériens non identifiés ou OVNI depuis au moins 70 ans. En tout cas, depuis 1950 et certainement avant. C'est une correspondance officielle du gouvernement américain. Ce n'est pas un témoignage oculaire venant d'un civil. C'est un document officiel du gouvernement, écrit par du personnel militaire à un officier très haut placé. Ces arguments sont très puissants, car il dit « Nous avons de nombreux témoins dans l'armée et le renseignement, y compris des agents spéciaux et des scientifiques, et tous ont vu ces engins. Mais surtout, ils les ont vus à une fréquence régulière et de manière continue, dans des bases militaires américaines à caractère sensible. Et cela se produit depuis 1950, Tucker. Le gouvernement américain a enfin admis qu'il ne s'agit pas d'une technologie américaine secrète. Au contraire. Au fil des ans, des douzaines de gens travaillant dans la défense et l'industrie aérospatiale m'ont briefé sur le travail qu'ils faisaient, dans des labos comme Shunk Works, chez Lockheed, depuis les années 1940-1950. Bon nombre de ces aéronefs fabriqués par l'homme ont été vus par des milliers de témoins et font désormais partie de la légende des ovnis, qu'on ne distingue plus de la réalité extraterrestre.
Ces opérations clandestines et non autorisées au sein du complexe militaro-industriel ont mis en scène des milliers d'apparitions d'enlèvements, de mutilations et de rencontres perturbantes entre notre armée et le public, sachant fort bien que ces incidents seraient pris pour des actes extraterrestres. Cette confusion entre ce qui est extraterrestre et ce qui est fabriqué par l'homme est essentielle pour eux, s'ils veulent réussir leur mise en scène d'une fausse attaque extraterrestre. Celui-ci date de 1983, dans la vallée de l'Hudson, un cas célèbre. D'innombrables témoins ont vu ces objets qui font le bruit d'un transformateur. Et au-dessous, quand on est proche, on peut voir une superstructure avec des tubes et autres. Ce n'est pas un engin extraterrestre. Est-ce qu'il existe des véhicules extraterrestres en forme de boomerang? Oui. Où ont-ils pris l'idée, d'après vous? Comment faire croire à une fausse attaque extraterrestre autrement? Il faut créer des structures qui ont l'air de ne pas être aérodynamiques. Certaines sont des hybrides. Elles ont une propulsion conventionnelle, mais marchent aussi à l'électrogravité. Et elles ont des composantes de superstructures, qui sont clairement fabriquées par l'homme. Ce n'est pas un véhicule intersidéral. Celui-ci vient de Belgique en 1989. Vous voyez des tubes et des structures dessous? On les voit partout dans le monde. Celles-ci aussi sont des plateformes bien connues. Une fois qu'on a le système de décollage en place, cela provoque une annulation de masse et on peut créer n'importe quelle structure autour. Peu importe que ce soit aérodynamique ou non, car la manière dont elle se déplace fait bouger les molécules d'air tout autour et elles se déplacent donc sur un champ électromagnétique. Il n'y a pas de résistance, pas de mur du son. C'est fabriqué par l'homme. Cela existe depuis des dizaines d'années. Celui-ci est super car si vous regardez au-dessous, il y a des poutres et des structures. Vous le voyez du dessous, vous voyez la lumière au centre et les trois autres. C'est fabriqué par l'homme. Il y a des véhicules extraterrestres qui sont triangulaires et d'autres en forme de soucoupe, ainsi que des formes étranges. Cela complique les choses. Comment sait-on? Il faut être assez proche pour voir les détails. Et si on ne voit pas la superstructure en détail, on ne peut pas savoir si c'est extraterrestre ou non. Celui-ci vient du sud de l'Illinois en 2000. Ils sont passés de mise en scène, de mutilation animale, ces organismes humains clandestins, à des vivisections d'humains. Ils ont tué des êtres humains. Mais bien sûr, ils voulaient que tout le monde pense que ces vivisections étaient perpétrées par des extraterrestres. C'était faux. Qu'est-ce qui provient de l'homme et qu'est-ce qui est extraterrestre? Le docteur Greer étudie cela. Nous devons écouter ce qu'il dit. Ce sont des faits. Ce n'est pas de la rhétorique. Ensuite, nous devons pouvoir l'appliquer. On nous apprend à avoir peur. On nous apprend à avoir peur des extraterrestres. Il faut oublier tout ça. Vous voyez des gens qui se disent experts ufologues et qui vont sur Fox News ou d'autres médias en disant « Nous ne savons pas ce que c'est. C'est un grand mystère. » Ils mentent par omission. Et quand ils disent « c'est un mystère », ils mentent. Je suis désolé, mais ça... Je ne peux pas l'accepter. Ils doivent savoir que c'est un mensonge. Oui, ils le savent, c'est évident. C'est pour cela que je fais cet entretien. J'en ai assez de tout ça. J'en ai assez de mon père. Était-il en contact avec le groupe Majestic 12? Probablement. Il avait certainement 2 pages du dossier sur les ovnis. Ne t'inquiète pas du reste, ces 2 pages sont tout ce dont tu as besoin. Oui, monsieur, pas de problème. Et Chris aussi leur dit « Oui, monsieur ». Ces gens font donc semblant d'être agnostiques et ils disent « Nous ne savons rien ». C'est pour cela que les gens les écoutent. S'ils disaient « Voilà qui ils sont, voilà ce qu'ils font », ce serait beaucoup plus honnête. Mais ils seraient interdits d'antenne. Je ne pense pas avoir parlé à quelqu'un qui ait lu plus de rapports, de documents et vu plus de photos ou d'interviews que vous sur le sujet. Est-ce qu'on n'a jamais pu confirmer un seul engin de provenance extraterrestre? Je dois vous dire que non. Ce qu'on peut dire, ce qu'on a confirmé, c'est qu'on ne sait pas ce que sont ces engins ou objets.
On ne peut que dire ce qu'ils ne sont pas. Et on peut se poser des questions. Bien sûr, ce qu'on appelle l'hypothèse extraterrestre est valide. Peut-être qu'ils viennent d'ailleurs dans l'univers. Sur cet axe de désinformation, Leslie Kean est l'opportuniste sans complexe par excellence dans l'ufologie. Il y a 20 ans environ, Leslie s'est introduite dans la planification et la mise en œuvre du projet de divulgation, puis elle a trahi notre confiance, en volant nos témoins et dossiers secrets, pour les reconfigurer. La plupart des gens ne savent pas que le jour de la conférence de presse du projet de divulgation, les agences de renseignement ont bloqué le signal émetteur du bâtiment du Club de la presse nationale pendant la première heure. Leslie était là et elle savait que nous avions révélé trop de choses. Elle a donc adopté cette fausse attitude agnostique, pour que toutes les portes des médias grand public lui soient ouvertes. Tout engin qui vole impunément dans notre espace aérien, un espace restreint, qui peut frôler nos pilotes, doit être considéré comme une menace potentielle. Tout ce qui est dans le ciel et qui nous est inconnu, qui fait preuve de capacités extraordinaires, la seule manière pour le ministère de la Défense de gérer cela est de le voir comme une menace potentielle. Tout ce qui rentre dans l'espace aérien et qui n'est pas censé se trouver là est une menace. Après avoir reçu des dossiers top secrets sur les phénomènes non identifiés, le sénateur Marco Rubio a demandé une analyse détaillée. En décembre dernier, quand il était encore directeur du comité sur le renseignement, il a demandé au directeur du renseignement national et au Pentagone de présenter un rapport non classé secret au Congrès le mois suivant. Nous avons déjà vu ce genre de choses. Il y a eu de nombreuses initiatives. Gerald Ford, quand il était au Congrès, a tenu des audiences et n'est arrivé à rien. Il y a eu l'illusion du projet Blue Book, qui s'est avéré être simplement une publicité pour l'armée de l'air. Plus récemment, le Pentagone a dépensé 22 millions de dollars sur l'étude aérospatiale Bigelow. J'ai fait un entretien par Zoom cet été avec le général Herbert, qui était conseiller principal du sénateur Harry Reid. C'est eux qui ont autorisé ce financement. Après avoir dépensé 110 millions de dollars, peut-être plus, car c'était un programme sur 6 ans, où sont les résultats? Cet argent est allé à Robert Bigelow dans le Nevada. C'est un ami de Harry Reid, non? Oui, il était le président de ce comité. Il croit aux ovnis, pense que les extraterrestres sont venus ici souvent. Oui, donc ils ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour recueillir des informations. Et qu'ont-ils fait avec? Pas grand-chose. Les gens qui font partie du cercle de M. Bigelow et de Bigelow Aerospace ont tous été agents secrets dans ces projets clandestins. Ils ont veillé à ce que ces 22 millions de dollars passent directement à la poubelle. Ce que m'a dit le général Herbert, c'est que même lors des réunions, au bâtiment SCIF du Sénat, les archives secrètes du Sénat, tout ce qu'ils ont obtenu, c'est un aperçu extrêmement général, sans aucun détail, qui ne valait rien. Je lui ai expliqué qu'effectivement, c'était intentionnel de leur part. Ce programme avait un budget conséquent. Qu'ont-ils trouvé? En gros, ce qu'ils ont fait avec ce budget, c'est différentes recherches pour essayer de documenter ce qui se passe, comprendre la physique de ces objets, comment ils se déplacent, et garder une archive de leurs observations. Mais ils n'ont pas pu déterminer de quoi il s'agit, d'où ils viennent, rien de tout cela. Je lui ai demandé, pensez-vous qu'ils ont occulté des informations? Il a dit oui, et cela nous a mis en colère. Au final, le financement n'a pas été renouvelé. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait arnaquer, qu'on les avait leurrés et qu'ils n'avaient rien appris. Nous verrons s'ils obtiennent quoi que ce soit de ce rapport du directeur du renseignement national et du rapport du renseignement naval qui doit être soumis au Congrès. Je pense que plus il contiendra d'informations, plus il sera dangereux, car ils choisiront ce qui les arrange et détourneront les preuves pour faire croire à une menace pour la sécurité nationale. C'est ce qu'on a vu dans les médias. Mon objectif principal est de les devancer et de divulguer au public ces informations, avec les preuves et tout ce que nous avons, pour que les gens se posent au moins les questions importantes. Ce rapport est-il complet et exact? Est-ce qu'ils disent la vérité? Je pense que nous devons être très sceptiques. Si cela vient du gouvernement américain ou de tout autre gouvernement,
et des médias grand public jusqu'à preuve du contraire, c'est une information choisie et voulue par quelqu'un. Car ils choisissent les médias grand public comme mégaphone pour faire passer un message bien précis, qui ne bénéficie pas à l'espèce humaine. Quand Brown m'a donné l'idée de faire passer une loi au Congrès avec un traité correspondant, nous avons tenté cela pendant un temps, mais cela n'a pas marché au Congrès dans ce pays. Je suis allée à l'étranger et c'est là que j'ai trouvé des gens intelligents qui ont accepté de rédiger un accord, un traité, pour empêcher le déploiement d'armes dans l'espace. Oui, c'est certain. Des extraterrestres, sous une forme ou une autre, d'une manière ou d'une autre, sont présents sur la planète Terre. Car avec des milliards de galaxies, que ce soit selon la théorie ou la probabilité, il n'y a aucune chance que la vie intelligente, organisée, n'existe que sur la planète Terre. Mais jusqu'à présent, les extraterrestres n'ont causé aucun dégât de par leur présence. Aucun dégât pour les terriens, pour l'infrastructure, ni aucun organisme vivant sur la Terre. Donc dire qu'il y a une menace extraterrestre, cela ne correspond probablement pas à la réalité. C'est magnifique de voir ces généraux russes s'exprimer en public et dire cela, car nous avons eu le colonel Corso et d'autres témoins, mais maintenant nous avons des officiers russes. Et nous avons besoin d'autres pays pour libérer leurs dirigeants et leur révéler la vérité, et dire la vérité à la communauté mondiale. On entend souvent les gens dire qu'il y a déjà des armes dans l'espace. Mais si vous lisez ce traité, et peu de gens le lisent, il se trouve sur peaceinspace.com, vous comprendrez. Et cela marque les gens, ainsi que le traité. Les manifestations CE5 où les gens peuvent faire cette expérience. Que veut-on de plus? Si on écoute la méthode scientifique que l'on nous a inculquée, il n'y a pas de preuves. On les cherche toujours et c'est ridicule. Que faites-vous des gens comme moi, comme le docteur Greer? Plus de 900 témoins, ils disent la vérité et risquent leur vie. Il faut du courage pour le faire et je ne l'ai pas eu jusqu'à maintenant. Il y a une autre voie, extérieure à l'attraction irrésistible de ce trou noir de désinformation. C'est le chemin que j'ai suivi toute ma vie, celui que je protège, pour lequel je me bats. C'est un chemin qui mène à l'éveil spirituel, à la paix dans le monde et la mise en place d'une technologie tellement en avance sur nous qu'elle nous paraît magique. C'est le chemin de la vérité et des relations pacifiques avec nos frères et sœurs dans les étoiles. CE5, rencontre du cinquième type, est une série de protocoles que j'ai développés pour initier le contact pacifique avec les civilisations intersidérales. C'est facile à faire pour tout le monde, et cela transformera votre vie. Des millions de gens apprennent CE5 en se mettant en contact avec d'autres groupes CE5 près de chez eux, ou en téléchargeant des méditations guidées par l'application CE5 Contact. Il faut le faire avec l'idée de mériter le titre de citoyen dans une civilisation galactique. C'est un symbole très puissant. Nous devons faire un travail sur nous, accéder à une conscience plus élevée. Nous devons écouter l'ange qui est en nous. C'est une dynamique que nous pouvons contrôler. Et c'est pour ça que le CE5 est si important. Parce que c'est le meilleur moyen d'obtenir des données, de ne pas spéculer à partir de notre propre idéologie politique, sur ce à quoi ils peuvent ressembler. Nous devons vraiment communiquer directement avec ces êtres. Plus on le fait, mieux c'est. Ce double rôle d'élever notre propre conscience, en se hissant au plus haut niveau de notre nature humaine d'une part, et d'autre part d'établir un contact et communier avec ces extraterrestres, ce sont les deux voies qui s'ouvrent à nous. Pour ce qui est de l'État national sécuritaire, nous devons continuer à prendre des mesures dans le domaine législatif pour imposer des traités qui nous empêcheront de militariser l'espace et de développer des armes spatiales. Ce genre de choses. Il y a un autre aspect du travail que nous devons faire,
c'est d'exercer tout le contrôle qui est à notre disposition dans le domaine politique. Je pense que c'est le seul moyen d'avoir la paix dans le monde. La paix dans le monde aurait dû devenir une réalité avec la Première Guerre mondiale. Nous avons besoin d'une paix universelle. Il est trop tard pour la paix dans le monde. Nous sommes déjà passés à un niveau intersidéral. Nous sommes déjà dans le temps cosmique. Il faut obtenir la paix universelle. La paix universelle viendra à la fois de nos politiques et comportements externes, et de notre paix intérieure, d'un état de conscience universel. Au moment où nous terminons ce film, nous voyons le discours de menace s'intensifier chaque jour. On entend les gens dire qu'il faut arrêter d'essayer de communiquer avec les extraterrestres, ce qui confirme les soupçons que j'ai depuis longtemps, sur le fait que le CE5 serait accusé d'être responsable d'une fausse attaque extraterrestre. Ne croyez pas ce mensonge. Ce n'est pas du spectacle. Il s'agit de notre survie. J'ai vu que le docteur Greer n'arrêterait pas, qu'il continuerait jusqu'à son dernier soupir et qu'il avait besoin d'aide. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de célébrité, de fortune, d'argent. Il n'y a pas d'argent à gagner dans cette histoire. Il s'agit de trouver un groupe de gens qui ont la même perspective, sa plus belle idée. Et j'ai assisté à beaucoup de réunions CE5. C'est qu'il a trouvé un moyen non hostile de communiquer avec ceux qui sont là-haut. Par ceux qui sont là-haut comptent sur lui pour changer la situation. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Les protocoles CE5 que tout le monde peut suivre vont faire une énorme différence. Alors pour moi, le projet de divulgation est un miracle. Et cela n'a pas été facile. Cela n'a pas été facile. On peut s'embrasser? Je t'aime très fort. Continue, nous sommes là. N'arrête pas. Je ne te quitterai jamais. Alors n'arrête pas. Fais ce que tu as à faire, ce que tu fais de mieux. Car si on ne le fait pas, personne ne le fera. Tu comprends? D'accord. C'est la vérité. Tu vas me faire pleurer. Bon, je peux sortir prendre le soleil? Apprenez les protocoles CE5, téléchargez l'appli CE5 Contact, regardez les films Unacknowledge et Rencontre du cinquième type. Lisez le traité peaceinspace.com. Instruisez-vous sur le cas Trinity. Trinity, The Best Kept Secret, de Paola Harris et Jacques Vallée. Si vous êtes témoin qui a travaillé pour des programmes secrets ayant trait aux ovnis ou aux extraterrestres, envoyez-nous un mail à witness@siriusdisclosure.com. Parlez de ce film partout. Partagez-le gratuitement dans son intégralité partout où vous le pouvez. Merci. Afin de vous proposer plus de vidéos traduites en français, nous recherchons des traducteurs, traductrices, des voix off et scripteurs. Si vous avez des questions et vous souhaitez nous apporter votre aide, n'hésitez pas à nous contacter lemdd.tv@gmail.com. Vous souhaitez venir nous partager un témoignage sur Discord? Tout le monde est bienvenu sur le Discord MDD TV. L'équipe MDD œuvre bénévolement à produire des VF et cela afin que la divulgation atteigne un maximum de monde.